Et welcome, bienvenue. Houston, Texas. Bienvenue à tous dans l'épisode 2, saison 2 de l'éveil et la force. Le podcast qui te force à te réveiller. Et à t'éveiller psychologiquement, corporellement. Et physiquement et psychiquement. Voilà, tout à fait. Vous êtes avec Quentin et Quentin. Voilà, gérant de la salle CrossFit Q2G. Ouais, exactement. Entrepreneur, beau gosse et musclé. Et musclé, incroyable, aux performances de dieu grec. Exactement, de dieu de l'Olympe, Spartiate, j'aurais dit. Carrément, eh ben... Bon, trêve de baliverge. Aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? Eh ben, nous allons parler d'un sujet qui nous a été conseillé, demandé par un des adhérents du QG, qui est endurance ou force, lequel est le plus important. Ouais, merci Tonio d'ailleurs pour le sujet. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à nous les suggérer pour que nous puissions développer de plus belle vos questionnages. Voilà, surtout que celui-là, franchement, il est plutôt fort intéressant. Oui, exactement, et on ne l'a jamais développé, c'est pourquoi Tony nous l'a demandé. Exactement, donc Tonio, on le développe. Mais avant ça, les news. Voilà, exactement. L'extension est terminée. Wouh! Et on a fait un apéro de rentrée. C'était génial. Ouais, parce que y a toujours une bonne raison pour fêter quelque chose. Exactement. Et donc du coup, on s'est dit quoi? Eh ben, c'est la rentrée. On va fêter la rentrée. Apéro de rentrée. Exactement. Bon, là, la rentrée est passée depuis 2 semaines, mais c'est pas grave. Nous, c'est notre rentrée. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de la rentrée, on s'est dit, hey, on ferait pas un apéro? Et après, on m'a dit, bah non, mais c'est trop tard pour prévenir maintenant. Et j'ai fait, ok. Bah, la semaine prochaine alors. Et ben voilà. Et donc voilà. Donc c'était fort sympathique. Voilà. Niveau entraînement, Et ben du coup, il y a eu l'extension, donc tout le monde a pu tester. donc, presque tout le monde. Presque tout le monde a pu tester le rack mural avec les nouvelles barres, tout ça. Tout le monde a pu faire des squats sur un super support de la mort qui tue. Et ouais, ce qui est beaucoup plus agréable pour la gymnastique et tout. Et donc du coup maintenant, la deuxième partie de la salle étant un open bar, accès libre, toute la journée en même temps que les cours. Exactement, donc même si t'as pas le temps, t'as le temps. Ouais, tout à fait. Et tu n'es pas cantonné à un créneau spécifique. Tu n'as plus aucune excuse pour ne pas venir. Et ça, c'est cool. Voilà. Pour toi. Yes, voilà. Niveau entraînement, on continue de s'entraîner, hein, forcément. L'Aerox s'approche, hein, du coup, un petit peu là. Ouais, mec. Donc, Ouais, c'est bon là, ouais. Ok. Vas-y, arrête. Donc. Ouais, c'est bon là. Oui. C'est bon, ok. Ouais, ok. Ouais. Ok. D'accord. Ça marche. Ouais. Bon, endurance vs force. Donc, du coup, on va aborder le sujet de la force, le sujet de l'endurance, et après, on va faire lequel des deux est le plus important. Ouais. Alors déjà, tu peux commenter, nous envoyer un petit message maintenant tout de suite. Tu mets en pause le podcast et tu nous dis à ton avis, qu'est-ce qui est le plus important à développer? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est l'endurance? Voilà, tu nous envoies, tu triches pas, tu vas pas au bout du podcast puis tu nous envoies ta réponse, hein. Voilà, et on se laisse un petit temps mort. Ah, ça c'est les effets audio. Génial, c'était un petit métronome, c'est ça? Ouais, exactement. Trop choupi. Tu sais, c'était un petit timer. Ouais. Bon, bref, premier sujet, la force. Ouais, du coup, la force, on va essentiellement parler de renfort musculaire. Pour le coup, donc tout ce qui est squat, traction, etc., deadlift, tout ça. Ouais, en fait, on va pas rentrer dans le détail physique de la définition de la force, de définition en gros de la force, parce que forcément que 1, ça va te perdre, 2, tu t'en branles, et 3, va toujours y avoir, on s'en branle, et 3, va toujours y avoir quelqu'un qui va dire non, c'est pas ça la vraie force, c'est pas ça, en fait on sait jamais faire de la vraie force. Ah là, écoute Jean-Michel qui vient de sortir de BPGEPS, ferme ta gueule. Voilà. Alors vous jugerez que là du coup il s'était énervé un petit peu en fin de podcast, là il est énervé dès le début. Donc à partir c'est un être très gentil. Hein. Oui, c'est ça. Oula, il y a une ampoule qui vient de péter. Ah, super. ça va.
Bon, quoi qu'il en soit. Donc, ouais, on va essentiellement parler de la force côté renfort musculaire. Donc, voilà, nous, de notre côté, on voit cette force-là comme la capacité à déplacer une charge d'un point A à un point B, tout simplement. Donc, par exemple, le haut de ton squat jusqu'en bas de ton squat. Voilà, le bas de ta traction jusqu'au moment où tu lèves le menton au-dessus de la barre. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc la capacité à déplacer quelque chose ou à te déplacer. On parle pas d'isométrie, donc de force ultime. Parce que voilà, faut qu'on fasse quand même un comparatif entre force et développement de cette qualité et l'endurance. Donc l'isométrie ne rentrera pas ni dans la force ni dans l'endurance. Et cette ampoule fait des flashs. Nous allons couper la lumière. Attends, c'est quoi ton truc là, la discussion? Je sais pas. Le titre. Ah merde, putain, il fait tout noir. Non, c'est une discussion qu'on a avec la famille. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, super. Je t'expliquerai les détails après. Ok. Les aléas du direct, hein. Exactement. Parce que j'ai les notifs WhatsApp sur l'ordi, donc c'est pour ça. Ouais, c'est très chiant, parce que des fois tu vois des trucs, tu fais... Tiens donc. Tiens. Surtout à une certaine époque. Ouais. Je dis rien. Je sais. J'ai tout vu. Mais je ne dirai rien. Alors, la force, c'est la base. Exactement. C'est la première des qualités physiques. C'est ce qui va te permettre, à toi, être humain, de te déplacer, par exemple. Oui, parce que pour lancer un mouvement, il te faut de la force. On a beau dire ce qu'on veut. Si tu n'as pas assez de force pour lancer un mouvement avec tes jambes, peu importe, tu n'iras pas bien loin. Voilà, exactement. Ça sert aussi à supporter des chocs, le choc du sol quand tu marches, quand tu cours, etc. Voilà, tout ça, ce sont des petits chocs que ton corps doit savoir gérer, et du coup, la force rentre en jeu à ce moment-là. Ouais. Il fait toujours aussi chaud, bordel. Ouais, il fait toujours aussi chaud. Donc oui, la force, c'est quand même un peu la base de tout. Si tu veux déplacer quelque chose, si tu... on reçoit une notif encore, ça m'énerve. Si tu veux déplacer un objet, ou alors quand tu déplaces un objet, éviter que ta posture et tes articulations se cassent la gueule, il va te falloir de la force. Exactement. Ce qui est... Oh, je développerai sur la fin, sur la conclusion de ce qui est le plus important ou pas. Comment on développe la force, Jean-Michel? En soulevant soit des... Faut forcer. Oui, pour évoluer pour faire grossir ta force, faut forcer. Tout simplement en sollicitant tes muscles, donc en soulevant soit des charges si possible lourdes, ou en soulevant ton propre corps, dans le but de renforcer tout ton système musculo-squelettique en fait. Ouais, parce que quand tu renforces tes muscles, la pression que tu vas mettre sur tes articulations, sur tes os, sur tes ligaments et tes tendons vont également les renforcer. Ça se renforce beaucoup plus lentement et beaucoup plus doucement que tes muscles. C'est beaucoup plus facile de faire grossir des muscles que de renforcer tes os et tes ligaments. Mais ça se renforce quand même, à ne pas oublier. C'est la pression que tu vas mettre dessus. En fait, ouais, tu vas appliquer une contrainte dont tu n'as pas l'habitude pour forcer ton corps à s'adapter, pour qu'il y ait adaptation derrière. Et à chaque entraînement ou à chaque fois que ton corps s'est à peu près adapté à cette contrainte, tu vas réaugmenter la contrainte ou tu vas la changer. Pour toujours créer ce phénomène d'adaptation et toujours résister aux contraintes en fait, aux contraintes de la vie, toujours de la meilleure des manières. Admettons, en cas pratique, tu as plusieurs choix pour prendre en force et continuer de progresser et d'augmenter tes contraintes. On va prendre l'exemple du squat, parce que qui ne fait pas de squat est nul, et que c'est le meilleur exercice du monde. Alors, pour progresser en squat, admettons, ta contrainte là qui t'oblige
à t'adapter, c'est 100 kg au squat. Tu fais une répétition à 100 kg. La semaine d'après, tu as deux choix. Soit faire 2 répétitions à 100 kg, soit faire une répétition à 101 kg. Donc t'adapter, ou 102 ou 105, peu t'importe. Mais voilà, tu vas monter en charge, ou alors tu vas augmenter le temps de travail. Tu vas faire une répétition à 100 kg, mais plus doucement. Ce qui va augmenter le contrôle, le recrutement de tes unités motrices, et tout un tas de choses diverses et variées. Mais voilà, en gros, tu as ces 3 choix-là. Bah, à part ça, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est simple de développer de la force. En sachant que la force, on pourrait la développer à partir du moment où tu soulèves quand même assez lourd. Je veux dire, par exemple, le renforcement musculaire, il faut distinguer le renforcement du bodybuilder et le renforcement de la personne qui essaye d'être en bonne santé, qui essaye d'être athlétique. Avec un T, s'il te plaît. Athlétique. À savoir que du coup, les bodybuilders essayent de construire du muscle avec très peu de charge, beaucoup de répétitions, etc. Ouais, c'est pas vrai ça. À moitié. À moitié. Ouais, à moitié. Le classique. Ouais, il va quand même chercher à progresser sur des exercices de force et en force. Parce que plus tu recrutes les unités motrices et ton système nerveux, et plus tu peux soulever lourd, donc du coup plus tu peux soulever lourd avec plus de reps, quoi. Donc du coup détruire plus de muscles et puis engendrer une plus grosse adaptation. Ouais, mais ça c'est toi qui le faisais, ça. C'est pour ça. T'es un bodybuilder 2.0. Ouais, mais normalement le bodybuilding ça devrait être fait comme ça. Ouais, mais après ça, c'était pas plutôt les anciens bodybuilders qui faisaient ça plutôt que les modernes. Ouais, mais les modernes ils comptent pas parce que c'est des mecs avec des cheveux bleus et donc du coup voilà, ça compte pas, ça écoute les musiques de Ziz et ça fait des pauses en se tortillant un petit peu partout à droite à gauche et en marquant sur leur story Aesthetic Forever ou je sais pas quoi de mec. Et donc du coup ça ne compte pas, c'est pas des vrais bodybuilders, c'est juste des branleurs qui veulent pécho. Alors moi je te parle de ceux-là, moi justement. D'accord, ok. Des temps actuels. Des temps modernes. Donc le mec qui est au Basic Fit sur TikTok, qui fait 2 séries de pump à écouter de la musique un peu tarée, qui se fait la même coupe que Jeff Said, et qui met des débardeurs avec des ficelles pour cacher les tétons. C'est ça, en gros, voilà. D'accord, ok, voilà. C'est bon, j'ai cadré le truc, c'est bon. Ouais, merci. Ok, donc du coup, voilà, ces gens-là vont soulever des charges, mais dans le but de créer de l'hypertrophie, de créer toujours plus de muscles, d'avoir une masse musculaire. Or, ils développent pas forcément de la force. Oh bah ça saurait, comparé à, par exemple, les gens qui font des squats lourds en 5 séries de 5 ou en 3 répétitions, des choses comme ça. Ouais, on va prendre l'exemple des haltérophiles. Ouais. Parce que les powerlifters, ils font pas des squats. Déjà. Ils squattent ils deadliftent leurs squats. Ils font des trucs. Ils bougent des barres, oui, mais ils font pas des squats. C'est ça. En sachant que du coup, là, on va rappeler un petit peu tout ce qui est volume et intensité. Plus le volume est bas, plus l'intensité monte. Donc voilà, plus tu vas soulever lourd et donc du coup, plus tu soulèves lourd, plus tu vas adapter ton système nerveux et tes neuros et tes... je me souviens plus. Et tes unités motrices, ouais. Voilà. À toujours avoir plus de force, à créer de l'adaptation en fait. Donc, cette force-là est cool parce que tu dois soulever lourd et ça crée des adaptations neuromusculaires. Lourd, alors... Le truc, c'est que on parle pas ici d'ego lift, donc l'ego lift, on en voit souvent, ça m'énerve, ça me donne envie de gueuler, j'ai envie de fracasser les gens. Hein. Je pense que tout le monde devrait acheter des gants, et dès qu'il y a un truc qui me frustre, allez, mets ton casque là, vas-y, on se tape. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Ouais. Mais tu sais, à l'amiable, tu vois, la gentleman, comme à l'époque. C'est ça, en faisant de la savate. Quand ils faisaient des duels. Putain, je pense qu'on devrait revenir à cette époque-là et puis pas les trucs de... Avec des mousquets. Des putes là qui est notre époque. Bref, j'ai été sur quoi pas l'ego lift. L'ego lift, c'est celui qui va soulever la plus grosse charge possible en ignorant complètement sa santé et son intégrité physique. Voilà, c'est ça. Donc c'est des powerlifters. Oui.
Voilà, en gros. Un truc que tu faisais, toi, je m'en souviens, ça m'avait marqué, c'était par exemple, en gros, tu soulevais lourd et tu faisais t'aller jusqu'à l'échec mécanique. L'échec postural. L'échec postural, pardon. Ouais. C'est-à-dire que dès que ma technique elle se dégrade, boum, j'arrête le mouvement. Voilà. Et là on peut dire, ouais, c'est bon, il y a un degré où ça peut se dégrader. En vrai, non. Quand t'as un dos comme le mien, tu peux pas te permettre d'avoir un dos rond sur le deadlift. Sinon, tu prends cher. Ah, sinon tu restes bloqué 6 mois. Voilà, donc en gros, ça permet de développer de la force, mais toujours avec les bonnes postures. Oui, bon, après, qu'est-ce qu'une bonne posture, qu'est-ce qu'une mauvaise posture, ça c'est autre chose. Mais... Ouais. Tiens, on pourrait en faire un. Ah ouais. On pourrait en faire un podcast. Ah ouais, prochain podcast, la bonne posture et la mauvaise posture. Bon, toujours est-il que faire un deadlift avec 200 kg, avec un dos rond, pas du tout gainé et sans pivot de hanche et tout faire avec le dos, c'est à vomir et c'est pas un vrai deadlift. Exactement. Il y a de grandes chances pour que cette personne-là n'ait même pas un deadlift 1 RM à 100 kg ou 150 avec bien placé. Bien placé. Donc, je sais plus où j'en étais. Oui, ici on parle de bonne posture et pour l'exemple du deadlift et du squat, avec un tronc qui ne bouge pas, parce qu'il vaut mieux pas que tes vertèbres elles bougent quand tu fais un deadlift à 200 ou un squat à 200. Parce que sinon ça prend. Là t'es sûr que là tu. Ah bah là. Là t'es sûr qu'il va y avoir des séquelles. Ouais. Si ça défixe. Ce qui est top avec ce type de travail, c'est que ça développe en fait ta capacité d'anti-déformation. Donc à garder une bonne posture, une bonne trajectoire de barre, une bonne trajectoire d'articulation, tout ça, malgré une contrainte mécanique importante, à savoir la charge, qu'elle soit externe ou que ce soit ton poids de corps sur une traction, un truc comme ça. Les gens qui font des tractions en mode saumon de Norvège, arrêtez. Ou alors les bodybuilders, on en revient au même, qui font des tractions hyper cambrées. Putain, mais arrêtez là, c'est pas les tractions que vous faites là. Ouais, et en plus, une traction bien faite, ça sollicite aussi les abdos, du coup. Ouais, du coup, si vous savez pas faire des tractions, regardez mon post il y a quelques posts sur comment devenir un champion aux tractions, et vous verrez que faire des tractions de bodybuilder, en fait, c'est pas que vous êtes fort. Ouais. C'est parce que votre posture elle est pourrie. Mais bref, voilà, le développement de la force, c'est tout ça. Et puis de toute façon, c'est hyper simple de développer de la force. Il faut soit faire plus de reps, soit mettre plus lourd. Voilà. Mais toujours avec des charges qu'on dirait, on va dire, importantes. Voilà. Oui, c'est ça. Pas... Et puis sans arrêt, chercher à essayer de progresser. C'est ça. Donc voilà. Et après, tout ça, ça permet de résister à des contraintes mécaniques quand on marche, quand on court. Pour les crossfitters, quand on marche sur les mains. Ouais. Quand on fait des pompes à l'envers, des HSPU pour les connaisseurs. Ouais, et puis même, outre l'aspect sportif, quand du coup, moi je sais que j'ai bossé à Ikea, il y en a beaucoup qui. Genre j'ai bossé en bas, tu sais, où il y a tous les cartons et tout. Ouais. Et je peux te dire que les cartons de Pax, ah là là, c'était les plus lourds. Quand on te dit t'as une commande avec 5 Pax, t'es oh putain de merde. C'est lourd. C'est lourd. Et du coup, tous ceux qui ne sont pas préparés physiquement, et ils se pètent tous le dos, ils finissent avec un arrêt et tout ça. Et moi j'étais là, mais parce qu'en fait vous n'êtes pas prêts. Moi mon deadlift il est à 200. C'est sûr qu'un Pax à 30 kg, certes c'est pas la même disposition, le point d'équilibre est pas le même, la façon de porter est pas la même. Enfin tu vois, c'est pas pareil. C'est comme soulever un sandbag, c'est pas pareil que soulever une barre. Mais bon bref, le fait est que le travail de posture et tout était là. Et c'est beaucoup moins impactant qu'un mec qui sait pas faire un deadlift tout court, même barre à vide. Ouais. Sur le corps il le subit pas pareil. Donc quand tu es prêt à plus de contraintes que ta contrainte quotidienne, t'es forcément plus résistant. T'es plus résistant, et puis on va pas dire qu'il va rien t'arriver parce que le risque zéro n'existe jamais, mais tu limites quand même franchement le risque de blessure et de casse. C'est ça. Et du coup de garder ton job plus longtemps par exemple. Oui, par exemple, ça marche avec les paysagistes, ça marche avec les carreleurs, avec plein de trucs comme ça. Hein. Plein de gens qui sont au QG et qui évitent des blessures ou qui limitent le risque de blessures, d'arrêt maladie, d'accident de travail, tout ça, parce que ils sont beaucoup plus forts. Ouais, parce qu'en gros, parfois on se dit que
personne, etc., s'est blessé parce que machin, elle avait la mauvaise posture, etc. Ce qui peut être vrai, mais on oublie souvent que c'est parce qu'il y a le manque de force derrière qui fait que si la personne n'est pas forte, si la personne ne sollicite pas souvent son système musculaire, etc., ça a toutes les chances de péter. Donc en fait, c'est pas une question de mauvaise posture à la base, c'est juste une question d'un manque de sollicitation musculaire. Ouais, c'est ça. Et puis, alors, les gens ont souvent tendance, quand ils se blessent au sport, à blâmer le sport, à dire, putain, j'aurais pas dû faire de sport, regarde, je me suis blessé, machin et tout. Euh, Ce qui est très facile, hein, parce que du coup, c'est un truc extérieur à ta vie de tous les jours, à ta vie, Ouais. ta posture de merde que t'as tout le temps. Sauf que le sport, du coup, c'est une extension un petit peu de ce que tu fais, tu vois. Euh, Ça peut arriver, tu peux te blesser effectivement, tu peux t'abîmer un petit peu au sport, il suffit que tu sois fatigué, voilà, t'as une mauvaise posture, des trucs comme ça. Mais il faut se dire, est-ce que je fais du sport, je suis en bonne santé? Et oui, effectivement, une fois je me blesse, deux fois je me suis blessé, mais je continue le sport parce que je suis en bonne santé. Ou alors tu préfères ne pas faire de sport et du coup ne pas te blesser au sport. Te blesser ailleurs, mais ne pas te blesser au sport. Ouais, Là est la question. c'est ça. Mais bon, voilà, le travail de force, c'est bien mignon, c'est bien gentil, mais on peut mourir d'une crise cardiaque du coup. Parce que si on a le fitness d'un powerlifter, on va pas vivre bien longtemps, hein. Les artères elles vont crever. Hein. Ouais, c'est sûr. D'où, du coup, le passage à l'endurance. Ouais, alors ici, l'endurance, encore une fois, on va pas parler d'endurance de force, on va pas parler de à partir de combien de temps l'ATP se régénère grâce à l'oxygène, machin, mes couilles. Quand on passe en aérobie. On va surtout, pour nous, endurance, là, ça va être en gros le travail cardiovasculaire, l'endurance cardiovasculaire. Quand on va parler d'endurance, on va parler surtout de travail cardio, Voilà, majoritairement. la course, le vélo, Ouais, trucs comme ça. des air squats. Voilà. Parce que oui, au Murph, 300 air squat, Ça fait de cardio. t'es sur de l'endurance plus que sur du travail de force. Hein. Oui, oui. Une série de 300, je peux te dire qu'après, Alors, t'es un autre homme. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Ça forge les hommes. Hein. Mais donc du coup, en gros, l'endurance, on a dit que la force, ça avait un intérêt pour résister aux contraintes mécaniques des charges que tu te mets dans la gueule, ou alors dans la vie de tous les jours. Là, l'endurance, ça va avoir un intérêt au niveau de la santé cardiovasculaire et de la récupération. Voilà, parce que ça oxygène et tout ça, enfin, on va pas rentrer dans les détails. On va développer un petit peu plus, d'ailleurs, j'ai envie de développer un peu plus, parce que je suis pas un expert dans l'endurance et dans le cardio, mais ta santé cardiovasculaire va conditionner un peu toute ta santé physique, également, du fait du transfert d'oxygène et d'apport de nutriments et tout ça. C'est ça. Donc, comment on développe l'endurance, Jamy? Enfin, t'es pas le mieux placé, mais comment? Pas du tout, pas du tout. Haltérophile, mon cardio, ça se faisait à base de soulever des barres en 30 secondes, après je m'arrêtais. Et encore 30 secondes, c'est long. Hein. Et après je m'asseyais. Ouais, pour un haltérophile, c'est long. Ouais, on va dire que Quentin, son exploit, c'est 20 secondes. Hein. Ouais, c'est court, hein. Mais ça arrive, hein, à tous les hommes, d'ailleurs. Au sport, hein, on parle. Au sport, bien sûr. Bien sûr. L'endurance, comment on l'a sollicité? En faisant des efforts longs. Long avec peu d'intensité. Exactement, parce que du coup, faut faire comme d'hab le volume intensité. Plus l'intensité est basse, plus on peut durer longtemps. Donc on va surtout parler de cette forme d'endurance, l'endurance longue. Pour ça, faut faire faut courir longtemps. Ouais. Faire du vélo longtemps. D'ailleurs, pour développer son système cardiovasculaire respiratoire, endurance, tout ça, il n'y a absolument pas mieux que la course à pied. Alors oui, c'est traumatisant, mais il n'y a pas mieux que la course à pied, parce que c'est là où justement tu auras la plus faible intensité, donc la plus faible charge à déplacer, le plus faible recrutement musculaire. Donc en fait tu peux mettre, quand tu augmentes ta vitesse, tu augmentes de l'intensité, en fait c'est là où tu vas le mieux travailler. Comparé à un rameur ou un ski, où quand tu tires sur la corde ou la chaîne,
il y a une résistance qui est là. Donc du coup, c'est compliqué de travailler son cardio là-dessus si tu n'as pas de force. Oui, parce que du coup, pour tirer, il faut de la force. Ouais. Voilà. Sur le vélo, c'est pareil, mais on se rapproche quand même vachement de la course à pied quand tu limites un petit peu les plateaux et tu moulines. C'est chiant, mais tu travailles un peu ton cardio. Mais le vélo, faut y aller. Faut sortir longtemps. Ouais, c'est. Pour que tu aies des bénéfices et tout. Ouais, et puis franchement, j'ai autre chose à foutre que de sortir 3 heures. Oui, parce que 3 heures, c'est. À 3 heures, tu peux en faire des trucs. Hein. Ouais, puis c'est chiant, au bout d'un moment, faut rentrer chez toi. Tu vois. Tu fais une boucle, tu fais 1h30. Ouais. Demi-tour, tu repars. À une époque où je faisais du vélo, c'était. Je sortais le dimanche, mais du coup, vu que j'étais à l'école à cette époque-là, le week-end, j'avais rien d'autre à foutre. Donc tu faisais du vélo. Donc je faisais du vélo. Tu pédalais. Ouais, alors que maintenant je travaille. Donc tu pédales moins. Donc je pédale moins. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je ramène le vélo à la salle. Pour faire les petits trajets. Voilà, oui, je sais penser à ça. C'est vrai. Donc voilà, en gros, le fait de venir courir, venir faire du vélo sur un temps assez long, avec une intensité assez basse, ça va tout simplement faire travailler ton système cardiovasculaire. Ça va être du travail de basse intensité, donc on va être essentiellement sur la filière aérobie, voilà. Et sur SV1. Donc il faut savoir que SV1 c'est le seuil ventilatoire 1. Il faut savoir que si SV1 augmente, SV2 aura des grandes chances d'augmenter. Donc seuil ventilatoire 2 qui est du coup plus intense. Ouais, en fait c'est en fonction de ta VMA. D'ailleurs VMA qu'on calcule sur quel exercice ? La course. La course à pied, bam. Bah oui. Parce que pour calculer ta capacité ventilatoire et cardiovasculaire, quoi de mieux que la course à pied ? Exactement. Voilà. Les lucs légers et tout ça, ouais. Ça se fait à pied. Ça. Et donc du coup, en fait, tu as plusieurs types d'intensité. Tu as ton SV1, ton SV2, ton SV3. Je crois qu'on s'arrête là. Hein. SV3, ça doit être le max. Attends, ou alors c'est VO2. C'est VO2 max. Ouais, c'est ça, c'est SV1, SV2 et VO2 max. Et VO2 max. De mémoire. Ouais. Et donc du coup le premier en fait c'est ton SV1, ce qu'ils appellent la zone 2. Voilà, wow. Voilà, la fameuse zone 2 là, dont tout le monde parle. Donc voilà, tout le monde s'est excité sur la zone 2 il y a quelques mois. Tout le monde était là en mode ouais on fait de la zone 2, peu importe ton niveau. Et là, moi je tombe de plus en plus sur des réels de gens qui détruisent un peu la zone 2. Parce que tout le monde a parlé de la zone 2, ça a fait le buzz, donc maintenant pour faire le buzz tu peux plus parler de zone 2, tu fais quoi ? Tu détruis la zone 2. Tu détruis la zone 2, du coup c'est complètement con la recherche de buzz avec des mecs qui s'y connaissent absolument pas. Ah putain il est énervé encore. Ouais c'est clair, alors que nous on court depuis qu'on a 10 ans et est-ce qu'on se pose la question du je fais de la zone 2, non tu te dis tiens pour travailler mon travail de fond là, je vais travailler mon SV1, je vais courir pendant 1 heure. Tranquille, voilà. Est-ce qu'on cassait les couilles avec tout le monde avec le résumé de combien t'as couru sur Facebook et tu mets une story avec ton trajet, tu mets une story comme ça en facecam et tu dis wouh en pleine zone 2 là hein, parce que faut récupérer hein, c'est ce qui fait de vous un athlète hein. Oh putain, arrêtez, c'est un menhir. Il faut des deux. Ouais bon, du coup comme tu l'as dit. Vas-y, je te coupe pas. Non mais du coup comme tu l'as dit, oui. Quand faire ton travail de fond, ouais. Le foncier, ouais. Ça développe ton SV1. Donc le SV1 c'est vraiment tranquille pépère. Hein. Tu cours, t'es un peu essoufflé, t'arrives à parler, tu transpires un peu, voilà. C'est allure de jogging en gros. Ouais c'est ça. Et ça c'est ton SV1. Quand ton SV1 va augmenter, ton SV2 va augmenter. Ta VO2 max va augmenter. Ouais. Alors que l'inverse, faire tout le temps de la VO2 max où tu es SV2 ne va pas augmenter ton SV1. Exactement. Et donc du coup ta capacité à récupérer de certains efforts ne va pas augmenter non plus parce que augmenter ton SV1 ça te permet d'augmenter ta capacité à récupérer. Ouais c'est ça, et du coup ça intervient dans ta course, dans ton travail d'endurance si t'es quelqu'un qui préfère l'endurance, mais ça intervient aussi dans ton travail de force en fait. Plus t'es endurant, plus
t'as de chances de récupérer vite et donc du coup de revenir plus vite au charbon. De reviendre plus au charbon, quoi. Ouais. Ce qui a fait la différence, nous, à la compétition, c'est absolument pas nos performances, parce que voilà, notre team était clairement pas la plus forte. Ah non, ça c'est clair. Mais par contre, nous, le lendemain, bah, on est à la piscine, on est allé courir et tout ça, parce que en fait, notre capacité de récupération est supérieure à d'autres personnes. Ouais, puis en soi, on n'était pas forcément éclaté, pas courbaturé en fait. Oui, bah alors, moi, c'est parce que je me suis pas donné à 100%. Ah ouais. Et donc... Ah ouais. Bah écoute, ouais, quand tu tapes, c'était quoi que j'ai fait? J'ai fait 17 chest to bar. Ouais, je crois, je sais plus. Ouais, j'étais bon, tu sais, hein. Bon, on n'a pas un score de ouf, on a chié le premier WOD. Ouais, c'est surtout le premier WOD qui a cassé la gueule. Ouais, après, franchement, si on avait fait un bon premier WOD, on aurait pu faire un bon score. Ouais, mais bon, après, voilà, bref, on va pas revenir sur la compétition. Mauvaise gestion, et puis ouais, ça cassait la gueule. Le premier, ouais, mauvaise strat, et puis toi, t'as subi un peu les charges, quoi. Avec ton petit gabarit de crevette. C'est fou, hein, ce que ça fait, une différence de 8 kilos. Bah oui. Parce que du coup, tu devais être à 72, truc comme ça. Ouais. Et moi, je devais être à 67. Ouais. Donc. Ouais, et puis la force n'est pas la même, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, plus le personnage est imposant, plus il a de force, forcément. Bon, ça dépend. Il y en a qui font 75 kg, 80, 90, et même 100 kg, et je leur mets une petite piquette sur tous les mouvements de force. Ouais, ça c'est parce qu'ils mangent des beignets, ça. Ouais, bande de gros. Donc du coup, ouais, voilà, ça t'aide à récupérer. C'est comme entre les WOD, en fait, on était pas trop crevés, même si on mangeait pas. Ouais. Ou alors c'était le cortisol qui était trop important. Ouais. Je sais pas vraiment. Ouais. En gros, faire travailler ton système cardio-respiratoire vasculaire, ça fait travailler le cœur. Le cœur, c'est un peu une pompe à sang. Et du coup, ça envoie du sang dans tes muscles. Donc plus d'oxygène, plus de nutriments transportés par le sang dans tes muscles. Mais également, plus envoyé dans tes organes. Exactement. Ah ouais. J'aurais pas dit mieux. Et en gros, ça garantit une meilleure santé, quoi, tout simplement, en fait. Ouais. En gros, voilà, ça évite. Après, on n'est pas de l'association des cardiologues, mais faut pas être sorti de grandes écoles pour savoir que du coup, un cœur en bonne santé, ça permet plein de choses, en fait, plein de bonnes choses. Ouais. Voilà. Et puis si tes artères ont l'habitude de travailler, de faire passer du sang de qualité, plein d'oxygène et plein de bons nutriments, de se contracter, de se dilater et tout ça, tu as beaucoup moins de risques de maladies cardiovasculaires, de mourir d'infarctus et tous ces trucs-là. C'est ça. Et aussi d'avoir moins de trucs au cerveau aussi, par exemple. Ah bah oui, parce que du coup, le sang, il va où? Il va au cerveau. Voilà aussi. Donc voilà, il faut pas oublier aussi que le cœur et les artères sont considérés comme des muscles aussi. Pas de la même sorte que ton biceps, mais c'est des muscles lisses. C'est ça, mais c'est un muscle aussi. Et comme tous les muscles, il a besoin de travailler. T'as pas besoin d'y penser pour le faire travailler, mais s'il y a rien qui le met à l'épreuve, s'il n'y a pas d'adaptation, pour lui aussi, et forcément ça va t'amener à des problématiques. C'est pour ça que dans l'haltéro amateur et dans le powerlifting, même pas amateur, il y a beaucoup de gens en surpoids qui travaillent pas du tout leur cœur et qui mangent n'importe quoi. Quand tu vas dans une compète de power ou d'haltéro, t'as du café, du coca et des sandwichs au saucisson et au fromage. Ouais. Donc bravo l'image du sport. Et du coup voilà. En plus du fait que quand tu fais un travail d'endurance, quand tu fais travailler ton cœur, c'est de l'énergie en plus que tu dépenses. Donc du coup tu dépenses plus d'énergie et ton métabolisme est d'autant plus activé, tu as moins de risque de stocker en fait de la graisse parce que tu as plus d'activité. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de powerlifters et d'haltérophiles amateurs parce qu'à haut niveau ils ont des shapes incroyables, mais les haltérophiles amateurs on en voit beaucoup qui sont bien gros, bien gras et qui ne comprennent pas, qui sont pas bien foutus et qui n'arrivent pas à perdre du poids alors qu'ils font 4 séances d'haltéro par semaine avec 6 minutes de repos entre chaque rep.
Mm. Donc en gros, quand on voit des haltéros de haut niveau shapés comme des oufs, d'accord, c'est pas parce qu'ils font de l'haltéro, c'est parce que en saison off, quand il n'y a pas de compète et tout ça, ils font autre chose que de l'haltéro en fait. Et même parfois, même pendant leur saison, ils font autre chose. Sauf qu'au niveau amateur, c'est pas du tout le même cas. Et, euh, Parce et que ce donc, sont du des coup, feignasses en fait, c'est pas des vrais sportifs. voilà, c'est ça. Et puis il y a un peu le côté puriste, genre je suis haltérophile, je peux pas faire d'autres sports, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des gens, du coup, ils croient qu'il y a un phénomène d'interférence Voilà, qui rentre en justement, je jeu, voulais y venir. mais du coup, ça existe pas vraiment. Voilà, Et hop. c'est pour ça que les haltérophiles, en fait, détestent les crossfitters. C'est parce que le crossfitter, il maîtrise son poids de corps, il maîtrise une charge d'haltérophilie avec une belle technique, il maîtrise du cardio, et il fait tout sans se prendre la tête. Du coup, l'haltérophile puriste à l'ancienne est vraiment rageux. Et du coup, c'est drôle. Ouais, parce qu'il faut savoir que du coup, au niveau des crossfitters, au niveau haltérophilie, ils se sont pas mal améliorés. Maintenant, tu vois moins de crossfitters avec des techniques de chiottes quand même. Et souvent, il y a beaucoup d'haltérophiles qui viennent du crossfit et qui mettent la piquette à des haltérophiles qui sont dans le milieu depuis 20 piges. Ouais, 20-30 bah piges. parce qu'en fait, quand tu es crossfitter, tu t'affranchis un peu des règles et tu as des nouvelles formes de travail, genre les mômes et tout ça, plutôt que de faire 3 séries de 5 et c'est tout. Tu as fait 2 heures d'entraînement en haltéro, mais au final, tu as bougé quoi, 5 minutes? Ouais, c'est ça. Puis Parce après, qu'un snatch, c'est quoi? C'est une seconde si t'es long. à peu près. Donc, voilà, t'es pas trop sportif quand tu fais juste de l'haltéro à C'est l'ancienne. ça. Et c'est encore pire quand t'es powerlifter. Oh ouais, laisse tomber. Et On les voit, les powerlifters qui arrivent pas à monter 3 marches sans être essoufflés. c'est ça. Et donc du coup, voilà quoi, en gros, lequel des deux est le plus important du coup? Bah ouais, parce que, attends, on a développé pas mal sur la force. C'est quand même important d'avoir de la force. Puis, Ouais. si t'as pas un bon cardio, t'es quand même vachement en mauvaise santé. Hein. Putain, Et on ouais. fait quoi? C'est quoi le plus important? Un petit peu les deux. Alors, un petit peu les deux, mais il y a un ordre de priorité quand même. Voilà, La priorité, c'est... la force. Voilà. Pourquoi? Eh ben, comme on l'a dit tout à l'heure, comment dire, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Et si vous avez bien suivi, on a parlé des contraintes mécaniques sur tes os, etc. Donc, du coup, ça évite par exemple l'ostéoporose. Ouais. Étant donné que tu soulèves des charges lourdes ou autres, et ben du coup ça vient faire des micro-lésions à tes os. Et après ça, forcément, ça travaille, ça fait travailler la reconstitution osseuse, etc. Ce qui évite du coup l'ostéoporose au fur et à mesure. Ouais. Là, on parle surtout l'ostéoporose. Enfin, tout le monde l'a subi. Ouais. À partir de 25 ans, je crois que ça commence à se casser la gueule un peu. 25 ou 30 ans, je crois, un truc comme Ouais, ça. un truc comme ça. Mais voilà, c'est pour les personnes âgées qui se pètent souvent les os, il y en a beaucoup qui ne font pas d'activité, qui font pas de sport. Et effectivement, quand tu tombes et ton fémur pète, si tu tombes et que tu as l'habitude de faire des squats ou même de la presse ou des fentes où tu mets de la pression sur tes os régulièrement, et ben le choc aura beaucoup moins d'impact sur tes os que si tu fais rien. Voilà. Ou même, par exemple, en reprenant ton exemple, si j'ai une jambe qui est pas en état de faire que je me retrouve sur mes deux guiboles, qu'est-ce qui va prendre le relais? Ça va être le haut du corps. Donc là, il va falloir aussi que je puisse avoir de la force dans le haut du corps pour pouvoir faire une pompe et pouvoir essayer de me relever, de me mettre assis et d'appeler les secours, par exemple. Ouais. Ouais, après, en général, si tu es suffisamment fort, il y a moins de chances pour que tu perdes ton autonomie tôt. Ouais. Donc quand tu te casses la gueule, tu arriveras à te relever. Du coup, tu n'auras pas forcément besoin des pompiers. Mais par exemple, pour s'adresser aux coureurs, par exemple, mettons, je sais pas, je fais de la course en montagne, etc. J'ai une descente à faire. Si tous les muscles qui sont autour de mes genoux sont pas assez forts, au premier choc que je vais avoir en dénivelé, mon genou il va pas du tout aimer et je pense qu'il va très mal le vivre. Et même au niveau du bassin, même au niveau de la cheville, il va y avoir beaucoup de choses qui vont pas aller, quoi. Oui, ça marche un peu avec tout.
Comme on l'a expliqué tout à l'heure, pour ceux qui ont un travail assez physique, si ton corps il est pas fort, bah il y a de fortes chances pour qu'il casse quoi. Donc si tu veux éviter de péter ton corps, faut qu'il soit fort. Pareil pour quand on vieillit, on perd du muscle à partir de 35-40. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, tu commences, déjà ton taux de testostérone baisse, donc forcément ta masse musculaire va baisser. Et le fait de la stimuler régulièrement, même si ton taux de testostérone naturel, on devrait faire un podcast d'ailleurs sur notre avis sur la TRT. La TRT. Mais ouais, c'est un peu pas naturel ça. C'est pas dans l'ordre des choses. Mais voilà, si ton taux de testostérone va baisser, donc forcément ta masse musculaire va baisser, et si tu la stimules pas régulièrement, c'est sûr que tu arriveras vieux sans masse musculaire, et comme tu l'as expliqué, si tu n'as pas de masse musculaire autour de tes articulations, c'est dur. Tu te prends un choc, un truc comme ça, boum, ça pète. Tu pourras pas déplacer des charges, c'est-à-dire que tu perds ton autonomie. Si tu ne sais pas te déplacer, si tu ne sais pas déplacer une charge, tu as forcément besoin des autres, besoin d'aide pour te déplacer. Tu pourras plus monter les marches, tu auras besoin d'un là. et forcément, voilà, perte d'autonomie. Donc avoir de la masse musculaire, c'est hyper important pour vieillir correctement et comme il se doit, en toute dignité. Voilà. En fait, il faut comprendre que ce que vous allez faire quand vous allez être jeune, etc., ça va vous construire ce qu'on pourrait appeler un capital, en fait. C'est comme si je mettais de l'argent sur le compte pour ma retraite, et qu'après, forcément, grâce à l'argent que j'ai mis, j'ai une meilleure retraite. Ouais, alors ça, c'est sans compter l'État qui va t'en prendre une bonne grosse partie, et qui d'ailleurs nous en prend entre 60 et 80%. D'ailleurs, voilà. Je m'arrête là parce que j'en ai beaucoup à dire. Prochain podcast. Non, je déconne. Donc du coup, voilà. Ce qui est important, c'est qu'il faut vous construire un capital, en gros, santé en fait. Ce qui fait que quand ça va baisser, du coup, que vous ayez toujours un capital qui soit élevé en fait. Plus vous aurez bougé dans votre jeunesse, plus vous aurez augmenté ce capital, et quand ça va descendre, ça descendra moins, et ça restera toujours plus élevé que celui qui n'a rien fait. En sachant que du coup, je ne sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, tout ce que les gens font avant 60 ans, je crois, ça va déterminer la manière dont ils vont vieillir après 60 ans. Ouais, je sais où tu as entendu ça. Oui, exactement. De toute façon, tu l'as très bien dit, et ça fait sens avec le podcast précédent, à savoir, ceux qui ne font pas de sport, on ne comprend pas. Alors oui, tu as ton objectif à court terme, mais tu as ton objectif à long terme, à savoir, moi, à 60 ans, je le dis haut et fort, je veux faire des muscle-up, je veux courir comme je peux, à 70 ans, je veux faire des tractions, je veux avoir des abdos encore. Voilà, tout le monde dit ouais, mais tu verras. Bah ouais, toi tu pourras pas être là pour voir parce que du coup tu seras en très mauvaise santé. Mais voilà, l'objectif, outre tous les objectifs de bien-être à l'instant T, est quand même de vieillir en bonne santé, parce que vivre jusqu'à 90, 100 ans, c'est bien beau, mais si t'es pas autonome à partir de 60 ans et que t'as du mal à te déplacer et tout, franchement, c'est un peu 40 ans de merde. C'est ça. Donc tu en auras pour longtemps. Ouais. Donc si tu correctement, tu prends soin de ta santé, tu es fort, tu es solide, tu es costaud et tu es autonome le plus longtemps possible. Franchement, c'est top. Grave. Donc ça devrait être l'objectif de tout le monde, et c'est pour ça que tout le monde devrait et doit faire du sport. Et ceux qui ne font pas de sport en disant j'ai passé l'âge, j'ai pas besoin de ça, je travaille beaucoup, machin mes couilles, c'est juste qu'en fait tu es feignant sur l'instant T et tu le paieras très cher dans quelques années. Exactement. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Du coup, être fort, ça préserve des blessures. Donc en fait, il faut comprendre que si t'as pas de blessure, tu peux faire tout ce que tu veux, y compris travailler ton endurance, par exemple. Donc être en meilleure santé. Mais ça, c'est possible que si tu as de la force. Voilà, par exemple, si je fais que courir, je vais solliciter toujours les mêmes muscles.
des choses comme ça. Donc il y a des blessures qui vont se mettre en place, des tendons qui vont s'user plus vite que la normale, des muscles qui en auront ras le cul, etc. Donc en fait, être fort musculairement, etc., ça permet d'avoir un équilibre musculaire entre tout ça et d'éviter les blessures. Alors le cuisse abdos fessier c'est de la merde. Le step aussi ça blesse. Tout ce qui est Les Mills ça blesse. On les voit les gens arriver après les cours Les Mills. Ils sont complètement détruits physiquement et ils ont imprimé un schéma moteur qui est pas le bon, pas le leur et ultra mauvais pour leur santé. Nous c'est très dur à changer ça. C'est beaucoup plus dur de désapprendre puis réapprendre que juste apprendre. Du coup nous on galère franchement. C'est très compliqué pour nous de faire revenir des gens comme ça. Pour les coachs, Les Mills, vous êtes des meurtriers. Vous ne devriez pas exister. Déjà, votre nom coach ne devrait même pas exister. Vous êtes juste des danseurs et des danseuses de Fiesta Boom Boom Boom. Mais à part faire bouger les gens sur de la musique, vous ne servez à rien pour le fitness et la santé des gens. Vous la détruisez. Ça, voilà. Si vous voulez prendre cette partie de podcast et l'envoyer à tous les coachs Les Mills que vous connaissez, allez-y. C'est cadeau. C'est cadeau. S'ils veulent des formations, ils viennent nous voir. Voilà. Et qui contactent la salle sur les réseaux. Ouais. Comme ça, voilà. C'est ça. Donc ouais, voilà, ça préserve des blessures parce que bon équilibre musculaire et parce que résistance aux contraintes que tu mets dans la gueule de tes articulations. Voilà. Oh bah j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est du coup plein de frivolités un peu nerveuses et donc je vais m'arrêter là. Ouais, alors qu'est-ce qu'il reste ? Il reste l'URSSAF. C'est le problème, donc du coup il y en a un qui est volé une Mercedes et qui c'est ça a foutu la merde. Ah putain, est-ce qu'il est con. Putain. Donc voilà, en gros on a fait tout le tour. La force est la base de tout parce que ça va permettre après de solliciter l'endurance, etc. Voilà, après on aurait pu parler de l'endurance de force. Mais non, voilà, mais trop long. Voilà, c'est ça. Puis c'est tout simplement maintenir un effort soutenu longtemps. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Et bah sur ce, on vous fait des bisous. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour le sujet numéro 3. Ok. Bon allez, bisous. Allez, ciao.